Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tomcat Next Gen, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui inspirent la nouvelle génération d'entrepreneurs français. Moi c'est Rika et avec mon co-animateur Patrice Thierry, le cofondateur de Tomcat et fondateur de ProWebCE, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ethan Cohen. Ethan est un entrepreneur qui s'attaque à des secteurs complexes pour les transformer grâce à la technologie. Il est le cofondateur de Manda, une plateforme née de la fusion entre HelloSyndic et Flatlooker pour une ambition de moderniser en profondeur la gestion immobilière et le métier de syndic. Avant Manda, Ethan avait déjà cofondé HelloSyndic, un néo-syndic qui a profondément bousculé les codes d'un secteur historiquement peu digitalisé. Son parcours reflète une conviction forte. Même les marchés les plus traditionnels peuvent être repensés pour offrir plus de transparence et de qualité de service. Ethan incarne pleinement la nouvelle génération d'entrepreneurs et il est également diplômé de la Tomcat Factory. Dans cet épisode, nous allons parler de transformation, de leadership et de construction d'un modèle solide dans un secteur en pleine mutation. Ethan, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue dans Tomcat Next Gen. Merci, bonjour. Merci Erika et bienvenue Ethan. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Je sais que ton temps est précieux comme tous les entrepreneurs qui font beaucoup de croissance, donc merci, j'apprécie beaucoup. On va parler de plein de choses aujourd'hui dans le temps qui nous est imparti. Moi, ce que j'adore, évidemment, c'est de recevoir des jeunes qui sont passés par la Tomcat. Et toi, d'autant plus, parce que tu fais partie des tout premiers. Je crois que tu es arrivé à la Tomcat en 2021. Et j'ai tout de suite craqué. Et pour HelloSyndic, et pour toi, et ton cofondateur que j'apprécie aussi beaucoup. Ce que j'ai aimé, c'est que vous vous attaquez en fait à un secteur, on va dire poliment. Le mot est peut-être pas juste, mais un secteur un peu poussiéreux, qui est le secteur du syndic de copropriété. Et comme tu le sais, ProWebCE, on a tout de suite flashé parce que ProWebCE, nous, on est rentré sur un marché du comité d'entreprise qui était aussi pas très digital à l'époque, donc ça me rappelait vraiment nos origines. Donc j'ai beaucoup aimé ton parcours aussi, on va en parler. On peut dire que tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont le parcours voie royale, avec grande école, Sciences Po. On va en parler un peu de Sciences Po, notamment avec ce qui s'est passé il y a quelques années, ce qui ne se passe pas du tout là aujourd'hui avec la situation en Iran. Et puis ensuite, tu as fait du conseil et tu as créé HelloSyndic. Donc on va parler de tout ça, mais moi ce que j'aime bien, c'est avant de comprendre qui est le jeune Ethan, on en avait parlé d'ailleurs dans notre première discussion en 2021 quand on s'est vu pour la première fois à Levallois. Moi j'aime bien comprendre d'où viennent les jeunes entrepreneurs et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un entrepreneur. Donc peut-être pour démarrer, Ethan, est-ce que tu peux nous raconter qui était le jeune Ethan, ce que disaient tes parents de toi, tes copains, quelles étaient tes passions, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune et qu'est-ce qui t'a formaté pour arriver au succès que tu es en train de créer aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas un gène de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuriat, il y a quelque chose d'un peu multifactoriel. Moi, j'en ai une famille quasiment que de médecins et de professions libérales. Donc, on peut comparer ça à de l'entrepreneuriat, en tout cas une forme d'autonomie. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez cadré, d'assez systématique qui ne correspond pas exactement à ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que ma mère, encore aujourd'hui, ne comprend pas exactement ce que je fais, comment on peut enchaîner, enfin, comment est venue l'idée d'un projet, comment on l'a fait Je te monter. confirme, mes parents non plus. Alors, ils ont compris le jour où j'ai vendu et que je leur ai montré le montant du virement sur le compte bancaire. Ah ouais, c'est pas mal ce que tu as fait en fait. Mais peut-être qu'ils n'ont pas compris tout ce que tu avais fait avant Ouais. ou la trajectoire. Non, mais du coup, c'est un truc un peu marrant d'essayer de comprendre d'où ça vient dans la famille ou dans l'enfance. Je pense que mes parents m'ont vraiment apporté une notion d'autonomie, de construction par moi-même qui compte encore maintenant, que j'essaie de transmettre aussi à mon fils, peut-être trop tôt d'ailleurs, mais en tout cas, la valeur d'autonomie et d'excellence est extrêmement importante pour moi.
Et à côté de ça, et j'en parle beaucoup, et c'est pas du tout du storytelling, je pense que l'expérience scout, chez moi, dans ma jeunesse, qui a dû démarrer à 9-10 ans pour finir à une vingtaine d'années, a été essentielle dans la capacité à construire. Dans le scoutisme, on a des surnoms, des noms de totems, des animaux, etc. La connotation. Toi, c'était le syndic. Presque, en avance. Non, on avait une notion de construction qui m'était associée, qui, je pense, me va assez bien, parce que j'avais un surnom qui était un type de castor. Et le castor, c'était pas par hasard, c'est parce qu'il construisait des barrages dans la rivière, malgré les éléments, malgré les vents contraires. Ou les courants contraires. Donc cette expérience scout, je pense qu'elle a été très importante, à la fois dans la capacité à penser des choses, à innover, à faire des choses pour les autres, dans une certaine organisation d'équipe et dans une certaine forme de compétition, parce que une équipe, c'est un groupe, et en même temps, c'est plusieurs équipes qui s'affrontent. Alors avec une forme de bienveillance. On n'est pas là systématiquement pour gagner à tout prix. Il y a un moment où ça s'arrête, mais en tout cas, ça entretient cette fibre, cette animation pour gagner, et c'est une partie du game dans l'entrepreneuriat. Et alors, qui t'a poussé à faire du scoutisme ? C'est toi ou c'était tes parents ? D'où ça t'est venu cette idée ? Et tu en as fait combien d'années ? J'ai dû, au total, y compris quand j'étais plus grand et que j'étais animateur et que du coup je transmettais, j'ai dû y rester 13 ans. Ah ouais. Et la question, en fait, c'est pas seulement comment j'y suis arrivé, parce que j'y suis arrivé avec mes parents qui un jour m'ont dit allez hop, tu vas là-bas, et en fait j'étais chez les petits et j'ai pas du tout aimé. Les louveteaux. Ouais. Alors là, on était chouchoutés, on était encadrés, on faisait rien tout seul. Vraiment, ça m'a même déchauffé, pour parler comme les jeunes, maintenant que je suis vieux. Et en fait, à la fin de cette année chez les petits, on m'a dit non mais tu sais, il y a aussi des grands, et les grands, ils font tout seuls. Ils savent faire un feu, ils apprennent à cuisiner, ils partent en exploration 3 jours où ils doivent se débrouiller de A à Z pour survivre. Alors, j'ai appris plus tard que c'était faux et que les choses étaient un petit peu plus balisées que ça, mais dans la tête et dans les yeux d'un enfant de 10 ans, cette perspective, pas seulement d'autonomie, mais de liberté, vraiment, c'était une révélation. Et donc, autant mes parents m'y ont mis au début et j'ai pas aimé, autant un an plus tard, c'est moi qui dis non, mais en fait, l'étape d'après, là, je la fais. Et ensuite, ça m'a jamais quitté. C'est super, et je partage tout à fait ton constat de l'importance de cette expérience pour la vie future, notamment la vie d'entrepreneur et même de performeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'intégrer dans un groupe et qui va faire en sorte qu'il apporte sa pierre à l'édifice et qui participe au succès de ce groupe. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je t'avais raconté dans la masterclass RH que je donne à la Tomcat et de laquelle tu as participé évidemment, mais je raconte souvent que mes top recrues chez ProFCE ont 3 caractéristiques en commun. La première, c'est qu'ils ont eu des passions assidues jeunes, passions sportives, donc du foot, du tennis pendant une dizaine d'années, etc. La deuxième, c'est qu'ils ont tous travaillé un peu pour payer leurs études, et principalement au McDo ou d'autres entités comme ça. Et la troisième, c'est qu'ils ont fait du scoutisme. Et donc ma conclusion de ce sujet-là, c'est de dire que quand il y a ces 3 choses sur un CV, là, tu ne dois pas hésiter à embaucher la personne. Parce que là, tu as un taux de chance d'avoir quelqu'un qui va vraiment participer à ton succès assez élevé, voire totalement élevé, quoi. Je te rejoins, et je pense que c'est finalement, dans beaucoup de cas, dans une culture française très normée, c'est beaucoup plus important qu'une question de CV au sens de l'école, de la formation, etc. Et cette formation informelle, finalement, c'est un tampon qui a de la valeur. Ouais. Et alors, donc le scoutisme, gros impact sur toi, sur ta personnalité et sur qui tu es devenu. Quels ont été les autres moments forts ou les autres apprentissages forts qui t'ont façonné et qui t'ont permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui ? On n'a pas encore parlé de là où tu es aujourd'hui, mais on va en parler après. Je pense qu'il y a une deuxième dimension. Tu as dit tout à l'heure que j'avais fait Sciences Po, et c'est pas pour Sciences Po itself que je le dis, mais dans ma famille, on m'a transmis un certain goût pour la politique et pour le débat.
sachant qu'on peut trouver, si on remonte... Il y a encore du débat à Sciences Po, tu crois? Alors à Sciences Po, peut-être pas assez ou pas exactement sous la... Toi aussi, tu as fait Sciences Po, Erika? Oui. Sous la bonne forme. Ouais, mais c'était avant, il y a 3 ans. Mais si je remonte même à des arrière-grands-parents, j'avais de la famille qui pouvait être communiste. J'avais de la famille qui pouvait être d'extrême droite. Ouais. C'est le grand écart, toi. Mais J'ai tout connu. j'ai une famille argentine, et dans ma famille argentine, j'ai aussi bien des gens qui ont été enlevés sous la dictature de Videla en 76 que des gens qui étaient du côté de la dictature militaire. Et donc, ce débat extrêmement chaud sur des sujets de société jusqu'à des sujets de politique régalienne, en fait, on l'a toujours eu dans la famille. Je l'ai avec moi, ce goût à la fois du challenge et du débat. Et je pense que c'est extrêmement formateur dans la capacité à construire quelque chose, parce qu'on a envie de travailler, on a envie de challenger, on a envie de se forger sa propre opinion, on n'a pas peur d'affronter des idées différentes, peut-être parce qu'on pense qu'on a raison, et que parfois il faut savoir se modérer un peu. Oui, tu penses que tu as raison, mais ce que tu dis, c'est que tu as appris, grâce à ta famille, à accepter le fait que des personnes ne pensent pas comme toi. Exactement. Et donc à être capable quand même de discuter, de débattre, de respecter les vues d'autres personnes, de ne pas te braquer. Et donc ça t'a donné un avantage dans ta capacité à être un leader dans ta boîte après, c'est-à-dire d'être capable d'écouter tes équipes, d'échanger avec eux et potentiellement de changer ton point de vue par rapport à ce qu'ils peuvent te remonter. Donc de ne pas être buté ou fermé. Pas buté, mais avec quand même une certaine ténacité sur des convictions, où parfois il faut savoir écouter et même accepter qu'on a tort, ou en tout cas qu'il faut changer d'avis. Et puis parfois il faut tenir aussi sur des positions, parce que ça... Sur tes convictions. Il y a des fondements auxquels on croit, parfois envers, je ne sais pas si envers et contre tout, ou contre tous, mais en tout cas, on peut avoir, même dans le business, on peut parfois avoir raison contre des avis clients. Voilà, on a des... Alors justement, là, terminons le sujet Sciences Po, la parenthèse avec quand même le sujet, là, c'est comment toi tu as vécu toute cette situation autour du 7 octobre à Sciences Po, qui a quand même été relativement one-sided, hein, donc ils ont pris parti d'un côté, donc là il n'y avait pas vraiment de discussion, pas vraiment de débat, pas vraiment d'ouverture d'esprit comme tu évoques. Et là, à l'inverse, sur l'Iran, ou sur ce qui se passe en Iran, ou sur ce qui se passe au Darfour, sur ce qui se passe au Nigeria, là, il n'y a personne. Personne ne débat, et personne encore moins ne fait de démonstration. Donc comment tu vis ça, toi qui non seulement as fait cette école, mais si j'ai bien vu aussi sur tes mises à jour LinkedIn, tu es maître de conférence aussi là-bas en ce moment. Je l'étais. Ah, tu l'étais, ok. Je l'étais. Alors comment tu vis, comment tu as vécu cette situation? Je vais commencer par le positif. C'est une école qui m'a passionné. À l'époque où j'y étais, en tout cas, j'ai jamais été déçu par le niveau ni des étudiants, ni des enseignants. Et puis, le temps a fait un certain effet. Et en fait, si j'ai arrêté de donner des cours à Sciences Po, c'est parce que je trouvais que justement le niveau baissait et qu'il y avait une certaine homogénéité d'opinion, de réflexion. En fait, c'est pas très poli de le dire comme ça, mais il y avait une certaine scolarisation de la culture. C'est-à-dire que les étudiants me demandaient surtout des notes. Ils voulaient avoir des bonnes notes. Ils voulaient avoir leurs notes exactement en temps et en heure, beaucoup plus que faire preuve de curiosité, de progrès. Donc franchement, comme j'ai un agenda très, très, très chargé, ça m'a un peu fatigué. Donc j'ai décidé qu'on reprendrait ça un petit peu plus tard. Et là, dans l'actualité au sens large des 3 dernières années, c'est vrai qu'on a été, enfin, on est beaucoup chez les anciens à avoir été assez étonnés, pour ne pas dire scandalisés, de la faiblesse du débat, à la fois en termes de niveau et à la fois au sens du débat, c'est-à-dire la capacité à opposer des avis, à ne pas être d'accord, mais à discuter, plutôt que d'être dans des positions un peu puériles. Et malheureusement, je pense que l'ensemble de l'écosystème, y compris la direction de l'époque, était finalement un peu faible face à cette situation. Je crois comprendre que ça change en ce moment avec une direction qui est un peu plus ferme.
Mais c'est vrai que c'est assez dans l'autre sens aussi. Mais c'est vrai que je pense que malheureusement ça a fait beaucoup de mal à l'image de l'école qui pourtant a une institution d'une richesse infinie. C'est important que nos écoles françaises gardent ce niveau, notamment le niveau, mais aussi l'image, parce que c'est quand même des écoles qui représentent la France au plus haut niveau international. Non, et puis Sciences Po fait en tout cas, tu ne regrettes pas d'avoir fait Sciences Po. Tu ne l'as pas enlevé de ton CV ou de ton profil LinkedIn. Je l'ai pas enlevé, je ne l'enlèverai pas. Et je vais même te dire, c'est à Sciences Po que j'ai découvert l'économie, puisque même si c'est politiquement incorrect, mon premier enseignant à Sciences Po, c'était Dominique Strauss-Kahn. Voilà. C'est vrai, qui était un professeur d'économie en première année, ouais. Première et deuxième année, professeur absolument incroyable, au-delà d'autres dimensions qu'on connaît de lui, mais qui comme enseignant, enfin qui était avant tout qui était un économiste, qui avait un charisme absolument incroyable, qui nous faisait des cours d'économie, de microéconomie à base de parallèles dans Harry Potter et d'une finesse inouïe, et qui était un excellent enseignant. Et au-delà de l'économie, c'est là que j'ai commencé à apprendre la culture business, puisque en fait, quand tu as 17 ans, 18 ans, que tu sors de ton lycée, de ton bac, même si tu es bon élève, ça reste des livres, quoi. Donc tu découvres un peu la vraie vie. Alors, est-ce que c'est lui qui t'a inspiré à devenir entrepreneur, ou est-ce que tu avais déjà ça en tête avant d'entrer à Sciences Po ? Non, je ne l'avais pas exactement en tête avant d'arriver à Sciences Po, mais par contre, quand je me refais mon parcours, je me rends compte qu'il y avait des petites graines qui apparaissaient depuis longtemps. On a parlé tout à l'heure du scoutisme. Je pense que la politique et cette volonté de changer les choses, sans paraphraser Mitterrand... c'est une forme d'entrepreneuriat. Mais c'est une forme d'entrepreneuriat parce que tu t'entreprends pas pour rien, tu entreprends parce que tu as une conviction sur un projet, que ça a un impact sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur un marché, sur des clients, sur des familles, etc. Donc, en fait, mon goût pour la politique, qui allait assez loin, je pense, fait partie au sens large de mon ADN entrepreneurial. Et ensuite, à la fin de mes études plutôt financières à Sciences Po, j'ai eu une année supplémentaire d'entrepreneuriat. Et c'est presque une anecdote, parce que je crois que c'était la première année, c'est comme Tomcat quand on est arrivé, c'était la première année. C'était le premier master, la première promo de master entrepreneuriat à Sciences Po. Exactement. Ouais. Et même s'il y avait probablement plein de choses qui étaient testées, que le concept qui est devenu après l'incubateur de Sciences Po n'était pas encore exactement au point, etc., en fait, c'était littéralement une découverte, concevoir un produit. Tu n'as pas hésité, ils sont venus dans l'école, ils ont mis une pancarte, on crée ce master entrepreneuriat. Et là, tu n'as pas hésité, tu t'es dit c'est moi, pour moi. Moi, j'ai pas hésité. Non, là, je pense que la pancarte était plus hésitante parce que c'était pas trop dans la culture de Sciences Po d'installer un incubateur qui faisait plutôt penser à HEC ou à l'ESSEC. Mais le patron d'incubateur qui est encore là, Maxime Marzin, il allait vraiment avec des sabots, il a osé, et puis mine de rien, ça a permis à une génération d'entrepreneurs d'être formés, d'être sensibilisés. C'était en quelle année ça, ce premier master entrepreneuriat ? 2009, 2010, post-subprimes. Ça collait assez bien en plus avec le début du décollage de la French Tech. Ouais. Exactement. Et si je poursuis dans mon parcours, même dans le monde du conseil, j'ai démarré dans un cabinet qui était le premier cabinet historique. Arthur D. Little. Exactement. De Boston. 1886. Et donc, qui est historiquement le premier cabinet de conseil au monde, donc avec une valeur d'entrepreneuriat, même si après ça reste une grosse machine, mais en tout cas qui. Mais attends, justement, avant, reviens, parce que ça, c'est ma question. Donc, tu fais ce master entrepreneuriat. Ouais. Et après, au lieu de démarrer ta boîte, tu préfères aller dans le conseil, qui est quand même l'anti-entrepreneuriat, le conseil. C'est que tu vas quand même travailler dans des bibliothèques à l'époque et faire des rapports. Tu vois, c'est pas très entrepreneurial comme démarche. Donc, qu'est-ce qui s'est produit dans ta tête pour te dire, après ce master, en fait, non, j'y vais pas et je préfère rejoindre la première boîte de conseil au monde ? Eh bien, c'est un semi-regret, cher Patrice. On a bossé pendant plusieurs mois sur un projet à l'époque, qui était un projet tech avant l'heure, qui était l'équivalent de ce qui est devenu WithEvent ou Eventbrite. C'est-à-dire, en gros, rendre la capacité d'organiser des événements
de les gérer avec du ticketing, voire de payer, accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, je crois que c'est à peu près à ce moment-là où j'ai commencé à coder un peu par moi-même pour faire une... Ça, c'était pendant le master. Ouais, exactement. Donc tu as trouvé un pote, 2 potes. C'était pas Mika déjà à l'époque? Non, c'était pas Mika. C'était 2 amis, un de Sciences Po et un de dehors. On était tous en fin d'études et on s'est chauffé. On y a bossé pendant plusieurs mois. On va ubériser Ticketmaster et France Billets. Exactement. Et surtout l'ouvrir à d'autres. Et en fait, le go-to-market nous a paru assez compliqué à l'époque parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident avec 2-3 acteurs qui trustent le marché. Mais il fallait trouver les clients, il fallait évangéliser le marché. C'était pas juste un système qui venait en remplacer un autre. Écoute, c'est marrant comme question. Je ne sais pas si on a eu peur, ou en tout cas, on s'est tous laissés happer par une forme de carrière corporate. Et c'est là où je veux dire que je regrette pas. En fait, je regrette de ne pas avoir avancé sur l'idée, parce que j'ai souvent des convictions très fortes sur les idées. Et preuve en est avec les concurrents qui ont été successful, je pense que l'idée était bonne. Après, est-ce qu'elle aurait été bien exécutée ou pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'idée était bonne. En revanche, la formation, la culture business que m'a apporté l'étape conseil après est absolument un non-regret. Voilà, c'est pour ça que je suis Et chez Arthur D-Little, tu as travaillé dans leur bureau français ou tu as été aussi à Boston ou tu as voyagé un peu? Ça t'a permis de t'ouvrir un peu sur le monde ou tu es vraiment resté en France? Wow, j'ai fait Paris, Stockholm, j'ai fait Boston, j'ai fait Dubaï, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait Maroc, Tunisie, Hongrie, République tchèque. Non, c'était une belle période de découverte, de voyage, parfois de réplication. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que répliquer un produit, répliquer une méthode dans des environnements différents, on peut parler de branding, on peut parler de valorisation financière des marques, on peut parler de lancement de produits, on peut parler de shift sur un marché. En fait, c'est jamais exactement pareil. Et tu as beau avoir la méthode, la culture importe beaucoup et ça fait partie des choses que j'ai beaucoup retrouvées ensuite dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu peux avoir une méthode, tu peux avoir des valeurs, tu peux avoir une démarche. C'est pas pour ça que ça se passe exactement de la même façon. À chaque endroit, on l'a connu. Alors la mission, bon, sans citer les noms, parce que j'imagine que c'est confidentiel et tout, mais la mission la plus excitante sur laquelle tu as bossé, ou celle qui t'a appris le plus, ou qui t'a motivé le plus, ou celle où tu te réveilles à 6h du matin pour te dire je fonce, il faut que je bosse sur cette mission tellement elle est intéressante. C'était laquelle? Tu peux raconter un peu en quoi elle consistait? Je ne donnerai pas de nom pour des raisons de confidentialité, y compris actuelles, mais j'ai beaucoup travaillé avec un acteur du CAC 40 dont un des grands enjeux était de fusionner avec un concurrent, ce qui n'a toujours pas eu lieu. Et non seulement le sujet était absolument passionnant sur le fond, mais là, il y avait une dimension humaine incroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouvait en fait en toute petite équipe, 3-4 consultants, avec le PDG d'un groupe du CAC 40, enfermés dans des bureaux. Oui, toi, tu avais 25 ans. Ouais, moi, j'avais 27, 28. Et puis, parfois, je me dis, mais comment ils pouvaient me faire confiance? Alors, l'histoire lui donne raison. Tu avais quand même un partenaire de 31 ans qui était là avec toi, non? Non, plutôt, il me tuerait si on entendait ça plutôt de 50 ou 55 ans. Ah, ça va. Et puis, objectivement, c'était une petite équipe extrêmement compétente, mais on se retrouvait, ça qui était marrant, sur un sujet extrêmement intéressant sur le fond, extrêmement chaud en termes d'actualité, sans aucune fuite possible, mais surtout avec une petite équipe, y compris du côté client. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le PDG qui était au courant, le directeur financier, et on bossait sur le rationnel business, la possibilité de le faire ou pas, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. On rentrait dormir, et puis 7h, on était de retour dans les bureaux. Et donc, non seulement c'était intéressant, mais ça crée un lien humain qui existe encore aujourd'hui. Donc, c'est des sujets assez mais tu vois, ce que marrant. tu as dit, c'est hyper marrant, parce que moi, quand je suis sorti d'école, évidemment, en 92-93, la voie royale, c'était ce que tu as fait, c'était de rentrer dans le conseil ou dans la banque d'affaires. Mais moi, dans le conseil, à 21 ans, comme tu l'as dit, je ne me voyais pas crédible à conseiller des patrons de grandes boîtes. Donc, j'ai toujours été à la fois surpris et admiratif
par les jeunes qui rentraient dans ce secteur d'activité en se disant mais soit ils ont une énorme confiance en eux, parce qu'ils se disent qu'à 21 ans, ils vont être les conseillers de personnes bien plus âgées et bien plus expérimentées, soit ils voient un truc que je n'ai pas vu. Et en fait, ce que je n'ai pas vu, c'est que ça t'a appris énormément sur plein de secteurs d'activité, plein de bonnes pratiques, et tout un tas de key takeaways que tu as dû utiliser au quotidien chez Hello Syndic. Donc, est-ce que c'est le cas ou est-ce que... Ah non, c'est complètement le cas. Ça te permet de, par exemple, faire des business plans en mode coin de table. Quand tu te dis j'ai 24 heures pour évaluer une idée ou pour en évaluer 70, même s'il faut apprendre à faire beaucoup de raccourcis, en fait, on apprend à le faire. Et c'est un intérêt parce que ça permet ensuite de focaliser son temps sur des choses qui, a priori, ont beaucoup plus d'importance ou potentiellement de valeur ajoutée. Donc, en termes de méthode, c'est extrêmement formateur. Et en termes de diversité de secteur ou diversité de culture business, je regrette absolument pas. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le conseil pour fonder ma première boîte, je fais partie de ces gens parce qu'il y en a qui regrettent pas du tout le conseil. J'en avais pas marre. Je me suis pas dit tiens, j'en peux plus, c'est des horaires difficiles. Pas du tout. Moi, j'étais passionné par ce que je faisais. Mais à côté, il y avait une idée en laquelle je croyais. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce qu'on va pas attendre d'avoir 50 ans pour lancer une première boîte. Donc, alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu justement le courage de partir? Parce que c'est très difficile. Tu parlais de tes parents et de nos parents, les parents d'entrepreneurs, c'est vrai, ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait. Là, ils voyaient que tu étais dans une super boîte de conseil, que tu gagnais très bien ta vie, que tu voyageais dans toute l'Europe, voire le monde entier, en business class, que tu allais dans des hôtels 5 étoiles. Et là, d'un seul coup, ils te voient lâcher ça pour partir dans l'inconnu. Donc, quelle a été l'étincelle qui, toi, t'a fait prendre cette décision? Et comment tu as géré autour de toi l'explication de ce départ, de ce poste en or et de ce début de cette voie royale que tu as empruntée pour partir dans l'inconnu? J'ai foncé. Bravo. Franchement. T'as accéléré. Vraiment. Et sans réfléchir, évidemment. En tout cas, avec vraiment une conviction très forte sur l'idée et sur le secteur. Ce qui peut jouer des tours après aussi, on en reviendra, parce quand on a lancé Hello Syndic puis Mandat, on s'est situé quand même dans un secteur qui est globalement assez mal réputé, et ça a aussi son lot d'inconvénients, y compris en termes d'image marché, de financement, etc. Mais à l'époque, un des secteurs dans lesquels je travaillais côté conseil, c'était l'immobilier. Et on avait en fait beaucoup de situations où on se rendait compte que le besoin existait. Donc on avait des études quantitatives, des études qualitatives, des clients qui nous appelaient, des problématiques d'expérience client. Alors, c'est vrai côté agence IMO, transac, gestion locative, syndic, promotion immobilière. Il y a rien de plus compliqué que la promotion où les gens se projettent dans un bien parfait par définition parce qu'il est neuf, alors qu'en fait absolument rien n'est parfait parce qu'il est neuf. Donc on avait déjà des ingrédients qui nous donnaient, assez rationnels, j'ai envie de dire, qui nous donnaient envie. Et le hasard de la vie faisait qu'on avait aussi des expériences personnelles, Emika, mon associé, et moi, qui nous donnaient envie de changer un peu les règles de ce secteur. Et donc, une fois qu'on s'est fait une conviction, ce qui était assez rapide, tout le reste, on l'a bazardé. Est-ce que c'est facile ? Non, mais je crois que tu ne peux pas faire les choses à moitié. Et donc, on a fait les choses bien avec nos environnements professionnels respectifs. Et nos familles, probablement, n'ont effectivement jamais compris exactement ce qui s'est passé. Je revois encore... ma mère, que j'aime de tout mon cœur, me regardait avec des yeux de merlan frit en me disant « Tu veux lancer une agence ? Tu veux lancer un syndic, c'est ça ?» Sans comprendre comment, après avoir fait des études, après avoir eu un job prenant, avec une certaine réputation, etc., je pouvais faire such a move. Mais écoute, on a dit c'est comme ça, puis on a avancé. Et elle sera fière de toi bientôt, mais elle l'est déjà, mais encore plus.
Mais alors, raconte-nous juste vraiment l'origine d'Hello Syndic et ta première discussion avec Mika, très concrètement, quoi. Comment ça s'est passé, de quoi vous avez parlé, comment vous avez décidé d'y aller et sur quel modèle, comment ça s'est passé le tout début. J'étais tout à l'heure sur les ingrédients business qui nous donnaient l'idée. Et donc, dans les expériences perso, il y a un truc quand même qui m'a marqué et qui fait le lien avec l'expérience d'avant. Donc, parmi les pays où j'ai été un moment assez longtemps en Algérie. Et quand j'étais en Algérie, je partais le dimanche. Voilà, le sujet rythme du conseil. Donc, je prenais le vol de Air France le dimanche à 7h du matin. Ouais. Oui, pas celui de 19h. Non, pas celui de 19h. Et en plus, c'est le dimanche 7h. C'est-à-dire que le samedi, même si tu sors un peu, effectivement, tu rentres... tu vas direct à l'aéroport. Soit tu vas direct à l'aéroport, soit tu rentres pas trop tard pour dormir quand même 4 heures. Ouais. Et quand j'étais en Algérie, je bossais là-bas du dimanche au jeudi. Je revenais à Paris vendredi, samedi. Et mon syndic de l'époque ne pouvait être payé que par chèque. Je n'avais pas de chéquier. C'est pas une blague, c'est pas du storytelling. Je n'avais pas de chéquier, je ne faisais jamais de chèque, ça m'intéressait pas. Bref, impossible de faire des virements. C'est l'époque de la loi Allure qui a un peu changé les choses dans le secteur, donc 2014, par là. Et je me suis retrouvé avec un procès au cul pour non-paiement de charges, enfin une assignation en tout cas, alors que je ne demandais qu'une seule chose à mon syndic, c'était de payer. Ton compte bancaire non, on n'est pas encore, ils étaient sympas. On n'est pas allé jusque-là. C'était qui le syndic ? C'était un syndic indépendant à l'époque qui s'appelait Oralia. Que tu vas racheter. Qui a été revendu ensuite à Nexity. Ah ouais. Hein, et bon, c'était un élément parmi d'autres, mais c'était un symptôme de l'évolution extrêmement lente, parce que ce n'est pas un secteur qui évolue pas, mais c'est de la lave. Ça coule, mais ça coule doucement. Et donc ça a été une source d'énervement suffisante pour que je m'interroge fondamentalement sur le secteur. Et ensuite, quand j'en ai parlé avec Mika, qui est alors on est encore plus proche maintenant, mais Mika, c'était un ami pas exactement du quotidien. On se connaissait bien, mais on ne se voyait pas tous les jours non plus. Et il était expert comptable de formation. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, attends, c'est quoi les boîtes ? C'est quoi une SAS, une SASU, une EURL, une SA, une je sais pas quoi ? Cette dimension, qui d'ailleurs est beaucoup plus simple aujourd'hui après un certain nombre de réformes, même la création d'une boîte est plus simple aujourd'hui qu'il y a 7-8 ans. Mais bon, mes questions étaient finalement très pragmatiques, très naïves et terre à terre sur la création d'une boîte. Et en fait, il m'a dit, pop, attends, c'est quoi ton idée ? Et le premier café, en fait, a été 2 heures de discussion sur le fond du business, qui n'était pas du tout stabilisé, puisqu'on avait une idée un peu vague. Ça s'est enchaîné sur un deuxième café, un troisième café, anniversaire d'un ami commun à Levallois. Quelques semaines plus tard, on a passé la soirée sur le balcon à discuter de toutes les options possibles pour la boîte. Et voilà comment ça a commencé à se goupiller. Et je dois dire qu'en ce qui nous concerne, c'est une chance, je ne sais pas si inouïe ou si rare, mais en tout cas, pour nous, on s'est très bien entendu au début, on s'est toujours bien entendu pendant, même quand on n'est pas d'accord, et ça nous arrive très souvent, on finit par se mettre d'accord, et c'est une vraie force dans le binôme conforme pour les boîtes. Mais le syndic, c'était un sujet sur lequel tu avais bossé en mission de conseil chez Arthur D. Little, ou c'est juste parce que ça t'a énervé avec ta situation personnelle, tu t'es dit j'y vais, sans avoir aucune forme d'information, la taille du marché, etc. sur le sujet, ou tu connaissais déjà assez bien ce marché-là ? Non, je connaissais pas mal le marché, pas tant dans ses métriques au sens strict du terme sur la taille du marché, le taux de renouvellement, le taux de churn, etc., mais plutôt sur les problématiques de fond, soit en termes d'organisation interne de ces sociétés, soit d'un point de vue expérience client. Ouais. Et donc la combinaison nous a amené à définir notre propre modèle. Et d'ailleurs, au départ, il était beaucoup plus orienté sur une logique de rafraîchissement ou de renouvellement d'expérience client, là où avec le temps, mais ce n'était pas à la même époque aussi, on l'a vachement
fait évoluer vers un sujet de productivité, de réorganisation interne et de tech, puisque avec le temps, on a beaucoup investi sur les technologies pour produire et délivrer le service différemment, qui n'était pas exactement le modèle au départ. Ouais. Alors justement, on revient encore au début. Donc, tu as un énervement, tu comprends un pain point clair pour le consommateur. Tu fais des cafés avec Mika, vous en parlez. Mais concrètement, comment vous arrivez à vous dire à un moment, je me lance? Ça a été quoi les étapes entre ces brainstorming café et le réellement je me lance? C'est-à-dire, tu vois, souvent, moi, je pose ce genre de questions aux jeunes entrepreneurs que je rencontre à la Tomcat pour comprendre quel a été le cheminement qu'ils ont fait pour se dire, OK, on lâche ce qu'on fait en ce moment et on fonce, comme tu dis, on fonce sur ce projet. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez étudié le marché? Vous avez étudié la taille du marché? Vous avez commencé à faire des captures d'écran sur le produit que vous voulez mettre en place? Je veux dire, quelles ont été les étapes clés en fait entre ces cafés et de dire je donne ma démission et je fonce? Les étapes clés, ça a été de se valider un certain nombre d'hypothèses, autrement dit, ou d'intuitions. À partir de nos cafés, on avait quelques sujets du style, il n'y a pas vraiment de marque sur le secteur. Ou quand il y a des marques, elles sont un peu mollassonnes. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous en avez quelques-unes en tête. On s'est dit qu'on avait un certain avantage de business model, puisque c'est du récurrent, avec quelque chose qui venait d'arriver dans la réglementation, qui était un encouragement à la mise en concurrence. Donc, autrement dit, un potentiel de gain de part de marché poussé par le réglementaire, même si après il y a plein de freins opérationnels. Et troisièmement, une opportunité. Alors aujourd'hui, on dirait produit, on disait pas exactement comme ça à l'époque, mais entre les sujets d'outils internes, les sujets d'extranet client, les sujets d'applications mobiles, enfin tout ça était assez mou chez les acteurs traditionnels. Et donc quand on est sorti de ces cafés, on s'est dit, on va se le confirmer. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos comptes perso ou d'amis. Donc on a fait par exemple effectivement des screenshots, pas de notre futur produit, mais des produits existants. Des extranets qui ressemblaient analyse de la concurrence, pas grand-chose, détail sur le produit des concurrents. Et on a rencontré des gestionnaires locatifs et des gestionnaires de copropriété pour comprendre le marché et pour comprendre comment il fonctionnait aussi. Et encore aujourd'hui, c'est des choses qu'on a en tête. Le gestionnaire, pour toi, c'est le professionnel ou c'est le propriétaire C'est le professionnel. C'est le professionnel. Okay. C'est le professionnel qui est... Et là, tu leur disais quoi? Tu leur dis, bon, je vais être concurrent un jour, expliquez-moi ce que vous faites, que je fasse mieux que vous. Ouais, Comment tu les approchais? On faisait une sorte de due deal, donc on parlait recrutement comme un chasseur de tête. Okay. Et puis on essayait de comprendre comment il fonctionnait. Donc ils étaient assez ouverts pour te donner de l'information. Ouais, parce que en fait... c'est un marché où finalement il y a pas mal de rotation entre les différents cabinets, donc les professionnels, qui d'ailleurs souvent sont de bons professionnels. Hein. Le marché a mauvaise réputation parce qu'il y a plein de problèmes, mais c'est rarement des gens qui veulent mal faire. Et donc, ils s'ouvrent assez facilement sur les forces et les faiblesses de leur fonctionnement interne dans un cabinet, un autre, dans un outil, avec un outil ou un autre. Et puis ils sont conscients que c'est quoi la stat? 90% des propriétaires sont insatisfaits de leur syndic? Ouais, c'est ça, 80. Ouais, 80. Ouais. La fameuse loi de Pareto. Donc ils sont conscients de ça quand même. Oui. Donc ils savent qu'il y a de la marge d'amélioration. Oui, mais c'est des gens qui sont souvent frustrés que tu vois, je parle vraiment de tous les acteurs du marché avec un regard un peu général et pas spécifique ou pas biaisé Hello Syndic ou mandat. C'est des gens qui, la plupart du temps, veulent bien faire et sont frustrés que le service délivré ou le service perçu ne correspondent pas à l'effort qui est mis. Pour autant, il y a une vraie asymétrie entre ce qui est produit et ce qui est réellement délivré. Voilà. Et un des sujets, je pense, c'est l'inadaptation, ce qu'on appelait à une époque la transformation digitale. Je t'interromps, mais je te donne justement l'exemple parfait pour décrire ce que tu viens de dire. Ce qui est, pour moi, c'est incroyable.
Donc, tu sais qu'on a investi dans Hello Syndic, évidemment. On était actionnaire à une époque. On a fait une SPV. Et dans la SPV, à l'époque, on venait de démarrer, puisque tu fais partie des tout premiers investissements de la Tomcat, et d'ailleurs, un des meilleurs investissements à date. On est d'ailleurs très triste, on va en parler après, de s'être séparés aussi vite. Et donc, j'ai fait rentrer à l'époque des copains dans la SPV. Et un jour, j'ai un copain qui te teste. Donc, il teste le service Hello Syndic. Et il m'envoie un SMS, il me dit « Mais je veux vendre mes actions, c'est une boîte de merde, le service est nul, je veux plus rien avoir avec cette société. » Je lui dis « Ok, très bien, mais alors attends, tu sais, tu vas pas aller trop vite, tu vas donner une deuxième chance. Déjà, tu vas garder tes actions et tu vas les rappeler, puisqu'il a plusieurs immeubles, parce que peut-être qu'en fait, la personne te dit quelque chose qui est perçu, mais qui n'est pas réel. Donc, tu vas l'appeler sur une autre de tes copropriétés. » Donc effectivement, il fait appeler son gestionnaire d'une autre copropriété. Et là, il me répond juste, bon, je garde mes actions. Et comme tu le sais, vu l'opération qu'on a fait sur le syndic, il a été très content de garder ses actions. Et ça, c'est un exemple assez marrant parce que, point numéro 1, le marché s'est pas adapté au digital des clients. Parce que le marché est très lent et parfois plus lent que les clients. Et donc, la réalité, c'est que c'était un marché extrêmement administratif au sens du courrier, du papier, etc., qui d'un coup a switché, parce que voilà, les gens tous, hein, là, on n'a pas de caméra ici, mais bon, tout le monde a un smartphone, tout le monde s'est envoyé un mail, un texto, un WhatsApp, et donc en fait, le flux qui a commencé à arriver chez les professionnels était ingérable. Et ça implique de la tech. Ça, c'est le premier point. Donc on va parler de l'IA. Et il y aura des sujets d'IA, je pense, qui vont être là le plus gros changement sur le marché, plutôt côté productivité que côté expérience client. Et après, le deuxième sujet, et c'est l'époque, c'est à peu près quand on est arrivé à la Tomcat, il y a un deuxième sujet, c'est que quand tu atteins une certaine taille sur un marché où le service est quand même principalement rendu par des êtres humains, tu as un certain aléa sur lequel la tech peut compenser ou pas en fonction du niveau de maturité que tu as. Et donc, tu peux proposer un super service. Le gars, par ailleurs, tu as un congé maternité, un arrêt maladie, un remplacement. Et entre deux personnes, tu peux avoir une qualité de service qui est différente. Et ça fait partie des grandes problématiques du secteur. Et à partir d'une certaine taille, ça nous est arrivé à nous aussi. Et donc, ça n'a fait que renforcer ma conviction que la tech permettait non pas de remplacer tous les gestionnaires, tous les professionnels dans la relation client, parce qu'en fait, les clients demandent de vrais interlocuteurs, a fortiori sur des sujets aussi intimes et j'allais dire épidermiques que leur immobilier perso en particulier. Mais la tech permet de gérer certaines choses beaucoup plus vite et d'homogénéiser la qualité de service et le tracking entre les différents professionnels. Donc, l'exemple, je ne sais pas qui c'est, mais l'exemple en question... Je ne dirai pas son nom. me paraît juste. Donc, je pense que moi, ce qui m'a séduit tout de suite, entre autres, quand on s'est rencontrés, c'est que tu t'attaquais à un marché où, comme tu l'as dit, il y avait un énorme taux d'insatisfaction. Donc, quand tu es sur un marché où tu as 80% de clients insatisfaits, tu te dis, potentiellement, je ne peux pas faire pire. Et à l'inverse, si j'arrive à faire un peu mieux, voire beaucoup mieux, potentiellement, je peux renverser la table et donc devenir l'acteur, en tout cas prendre des parts de marché assez importantes et devenir probablement, peut-être, si j'exécute bien à long terme, l'acteur numéro 1 de ce marché. Donc est-ce que tu penses qu'une des raisons de ton succès, c'est simplement d'avoir bien choisi le marché dans lequel tu as décidé de te lancer, dans lequel tu as décidé de foncer, et là en l'occurrence un marché dans lequel il y a énormément d'insatisfaction, et donc c'est plus simple de rentrer dans c'est contre-intuitif, hein, c'est très contre-intuitif, mais des vrais entrepreneurs... C'est pas plus simple tous les jours. Voilà, c'est contre-intuitif, c'est pas plus simple tous les jours, mais tu te dis, si j'ai 80% d'insatisfaits, il suffit que je passe à 70, et potentiellement, je peux commencer à prendre beaucoup de parts de marché. Et moi, j'adore ces modèles-là, et j'adore ce challenge-là. Et donc, est-ce que tu étais conscient, est-ce que c'est une décision que Mika et toi, vous avez prise de manière consciente en vous disant, on est sur un marché où il y a tellement d'insatisfaction, il faut qu'on rentre sur celui-ci, ou est-ce que vous êtes rentré sur une autre thématique
ou une autre raison ou d'autres raisons. Et si c'est le cas, en fait, est-ce que tu peux me lister les 3, 4, 5 raisons pour lesquelles vous avez décidé de dire « Ok, on laisse tomber à nouveau » parce que, comme tu le sais, ce podcast, il s'adresse aux jeunes entrepreneurs existants, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer et qui hésitent à se lancer. Et moi, ce que je dis souvent à ce genre d'entrepreneurs-là, ou ces jeunes, c'est de leur dire « Ok, vous pouvez vous lancer, mais lancez-vous intelligemment. C'est-à-dire, lancez-vous en ayant pris un certain nombre de décisions qui vont dérisquer un petit peu votre taux de chance de réussir. Parce que vous allez lâcher un salaire, vous allez lâcher une vie confortable, vous allez travailler beaucoup plus qu'avant. Toi, dans le conseil, peut-être, ça t'a pas changé. Mais donc, faites au moins cette checklist qui va vous rassurer, qui va dérisquer, entre guillemets, sur un certain nombre de sujets où vous vous dites, bon, ce marché-là, je sais que pour telle et telle raison, si j'y vais, mon taux de chance de réussir, et si je travaille 18 heures par jour pendant 5 ans, et après 10 heures par jour pendant 5 ans, et après 6 heures par jour les 5 dernières années avant de vendre, parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est que plus ça marche, moins tu travailles. Est-ce que faites ce travail, c'est-à-dire ne vous lancez pas juste comme ça parce que vous trouvez que c'est sexy, ce marché est sympa, etc. Donc toi, si tu reviens 5-6 ans en arrière, est-ce que vous avez fait cette checklist avec Mika de toutes les raisons pour lesquelles vous deviez vous lancer sur ce marché-là? Et si oui, quelles étaient les raisons principales? Alors, plusieurs points. Le premier, ça rejoint ce que tu dis, une vision un peu top-down sur le marché. Point numéro 1, insatisfaction. Très, très clairement. Il y a des chiffres qui sont sortis, j'ai presque envie de dire d'un point de vue marketing depuis, parce qu'il y a quelques-uns des néo-acteurs qui ont fait, dont nous d'ailleurs, qui ont fait des sondages, même parfois assez limités, mais en tout cas qui permettaient de sortir ce type de chiffres et presque de confirmer une situation de fait. Le deuxième sujet, c'est qu'on s'est validé une opportunité d'un point de vue relation client, expérience client et front. Donc, tout ce qui a trait à la communication, pour le dire de façon assez basique, était inexistant. Le téléphone, ça ne répondait pas. Des applications, il n'y en avait pas. Les extranets étaient ce qu'on appelait dans notre langage des extranets froids, c'est-à-dire que tu as des documents stockés, ça ne te sert à rien. Ça ne permet pas de communiquer ou de communiquer efficacement. Tu n'avais pas de transparence sur ce qui se passait, sur les interventions, etc. Donc, deuxième sujet, une opportunité. On n'est pas dans l'insatisfaction, cette fois, on est sur une opportunité en termes de service avec éventuellement des investissements relativement limités dans un premier temps, mais qui permettent de donner des gages sur des sujets de fond que sont les actions entreprises dans un immeuble ou dans un appartement pour la gestion locative. Et ensuite, ce qu'on n'avait pas encore assez vu à l'époque, c'était le potentiel de la tech dans le changement du back-office, d'une certaine façon. Quand je dis back-office, c'est au sens très large du terme, l'organisation des équipes, le fonctionnement et les process entre les gens, et l'automatisation, en l'occurrence, d'un certain nombre de tâches, parce que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas un métier simple. C'est un métier très compliqué, à la fois sur le plan de la relation client, sur le plan réglementaire aussi, il y a la réglementation de partout, et sur les sujets traités. On a 150, 160 process un peu génériques qui existent dans le secteur. C'est très compliqué pour un professionnel lambda de les maîtriser tous, de communiquer de façon fluide auprès des clients, de gérer à la fois du court terme, du long terme, etc. Et donc, ce qu'on a validé plus tard, mais qu'on n'a pas validé au départ, alors que peut-être qu'on aurait pu le voir, c'était le potentiel de la tech qui allait permettre en fait vraiment de changer la façon de produire le service et donc d'avoir finalement le combo gagnant qui est non seulement un meilleur service, mais aussi de meilleures marges sur le métier le moins rentable de l'immobilier. Ah, intéressant, le moins rentable. Mais avant, tu vois, tu as dit un truc hyper important. Tu as dit que vous avez identifié 150 process dans ce métier. Et tu vois, je me souviens parfaitement lors de notre première discussion, parce que ça fait partie des raisons où tu m'as fait craquer, c'est tu m'as dit, nous, on a identifié 90 process.
Tu vois, mais ça, c'était en 2021. Donc là, depuis ou 2022. Donc là, depuis, tu es passé de 90 à 150. Mais tu vois, j'avais trouvé que la démarche d'un jeune entrepreneur, et à nouveau, là, tu vois, là, on parle aux jeunes entrepreneurs, d'avoir fait ce travail en amont, granulaire, De mapping. de mapping granulaire, de dire voilà, ce marché sur lequel je souhaite entrer en tant que petit jeune qui ne connaît pas grand-chose, mais qui a de l'ambition et qui a envie de travailler et qui a envie d'innover, eh ben, j'ai fait ce travail, j'ai identifié 90 process sur lesquels ça se passe mal entre le fournisseur et son client. Et donc sur ces 90, et tu as été plus loin parce que tu m'as dit, sur ces 90 process, on a déjà des réponses qu'on a apportées et qu'on va continuer à apporter dans une roadmap qui est déjà largement chargée sur les 12 prochains 24 mois. Et ça, je trouve que, tu vois, à l'époque, je ne te connaissais pas, je ne savais pas que tu allais faire le succès que tu as fait. Mais le fait que tu m'expliques ça, que tu me dises que tu as fait ce travail, que vous avez fait tous les deux ce travail, tu vois, m'a vachement rassuré et réconforté sur le fait que vous étiez des entrepreneurs sérieux, solides, qui vont dans le fond des choses et qui ne se lancent pas juste pour se lancer parce que l'entrepreneuriat, c'est sympa et sexy. C'est même devenu une matrice de formation et une bible. C'est-à-dire que en fait, tous les gens dans la boîte utilisaient un référentiel de process qui était plus ou moins digitalisé en fonction de notre avancée. Le sujet, c'est que ça permet de mapper l'ensemble des fonctionnements et des dysfonctionnements marché, d'avoir notre solution à nous. Par contre, pour aller jusqu'au bout de la digitalisation, c'est un sacré boulot en termes de tech. Et ça, c'est très probablement ce qu'on avait sous-estimé au début. Voilà, et c'est là que ta roadmap que tu imaginais est une roadmap à 12-24 mois. En fait, c'est une roadmap à 6-10 ans pour réaliser tout ce que tu as. Mais c'est ça qui est super excitant dans le métier d'entrepreneur de la tech, c'est que ta roadmap, elle n'est jamais finie. Et puis, l'IA, en tout cas sous cette forme, ça n'existait pas. Ouais, remets-toi en cause. Là. Donc il y a aussi, ça c'est vachement marrant parce que quand on s'est lancé, c'était la PropTech, on va dire V1 qui finissait avec une tonne de petites boîtes qui n'avaient aucun business model éprouvé, qui étaient en fait des sortes de petites verticales qui ne pouvaient pas monétiser leurs services, donc elles sont toutes mortes. Ensuite, nous on va dire c'est la PropTech V2 avec des acteurs plus intégrés qui apportent une solution, je ne sais pas si holistique, mais en tout cas une solution plus large sur le marché. Et puis, il y a aussi un moment où l'IA, au sens l'IA générative, les LLM, etc., arrivent, qui est autre chose que des plateformes que tu développais from scratch, des applications que tu mettais des mois à développer, etc., et qui d'un coup rebattent actuellement les cartes, parce qu'il y a probablement une partie du travail qui a été fait dans le passé qui va être... Alors, on va en parler de ça, mais juste avant, donc là, vous avez fait tout votre travail avec Mika de mapper le marché, de mapper les process, les fonctionnalités, de réfléchir comment vous allez améliorer chacune de ces 90 premières fonctionnalités, etc. Vous décidez, ça y est, on y va, on se lance. Raconte-nous un peu comment vous avez traité le sujet d'actionnariat, qui est toujours un sujet complexe entre co-founders et qui peut laisser des traces, qui peut créer des tensions quand c'est mal géré avec le temps. Donc, comment vous avez décidé la répartition du capital? Et après, raconte-nous un peu, en très résumé, très rapide, les 12 premiers mois, et surtout avec le prisme, les 12 premiers mois que vous imaginiez, c'est-à-dire vous dites, bon, les 12 prochains mois, on va faire ça, ça et ça, et ça va se passer comme ça, mais plutôt avec la réalité et les difficultés et les souffrances que vous avez eues sur les 12 premiers mois. J'ai plein c'est ça qui fait rêver les petits jeunes. qui me reviennent en tête. Sur l'actionnariat, écoute, je suis embêté parce que la réponse, ça va être très simple, mais je suis pas sûr qu'elle convienne à tout le monde. On a une règle entre nous qui est qu'entre nous deux, il y a un signe égal. C'est un peu atypique sur beaucoup de choses, mais la nature même de notre mode de fonctionnement fait que ça a marché, ça marche, et finalement, même ceux qui n'y croyaient pas, écoute, donc vous avez fait un 50-50. L'histoire nous a donné raison. On a fait un 50-50 sur le plan capitalistique. On a fait un signe égal en termes de périmètre de pouvoir. Alors au début, ça compte pas. Au début, tu as des statuts, mais bon, c'est deux, quoi. Donc tu as des règles, on s'en fout. Mais on a gardé ça jusqu'au bout, puisque même jusqu'à il n'y a pas longtemps avec nos mandats sociaux, on avait un périmètre pour des raisons
statutaires, on l'avait intégré dans nos statuts, des périmètres qui étaient identiques. Ça ne veut pas dire qu'entre nous, on n'a pas nos règles de fonctionnement, nos périmètres thématiques. Il y en a l'un qui s'occupe plus de certaines choses, l'autre qui s'occupe d'autres choses, etc. Mais il y a toujours eu un pied d'égalité entre nous. On l'a voulu comme ça et on continuera comme ça sur tous nos projets. Et je dis que ça ne marche pas forcément pour tout le monde parce que j'ai vu des cas avec 2, 3 co-founders où effectivement tu sens qu'il y a une asymétrie entre les personnes, voire qu'à un moment il y a des désaccords, ça part en live, et s'il n'y a pas une solution pour que le problème soit résolu, ça peut rester bloqué assez longtemps. Donc je mets des nuances à ce que je dis. Dans notre cas, l'égalité depuis le départ, ça marche très bien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Probablement pas. Ensuite, la première année. Alors, je vais commencer par une erreur qu'on a faite. On a bossé comme des chiens sur la première version du site web. Il y avait des illustrations de partout, il y avait une petite connotation un peu style Club Med, très dans le care et l'entertainment pour casser un peu l'image vieillotte du secteur. Mais en même temps, ça allait trop loin pour certains clients. Chaque virgule était pesée, etc. On avait fait des maquettes graphiques, des PDF. On avait pris des devs pour faire le site, ensuite pour faire une première web app. Bon, tout ça, ça avait pris 8 mois. Alors qu'en fait, 3 mois après le lancement, il fallait tout mettre à la poubelle, changer les arguments, changer la forme, regarder là où les gens cliquaient, là où les gens cliquaient pas, pourquoi, etc. Et donc en fait, on aurait vraiment mieux fait de faire tout ça en mode trash. Allez, je vais être sympa, en 1 mois ou 2, pour pas dire 2-3 semaines, et puis ensuite réadapter au fur et à mesure. Mais bon, on avait une sorte de perfectionnisme dans notre premier lancement sur lequel on ne nous reprendra pas. Et ensuite, c'est une période dont je garde un souvenir absolument enchanté, parce que on était dans une forme de découverte avec les mains dans le cambouis sur tout. Et même si tu ne peux pas garder ça éternellement, ça laisse des traces dans ta connaissance marché, dans ta compréhension client, dans le contact que tu as eu. Et donc, j'ai des souvenirs, par exemple, de la première fois où le téléphone a sonné. Et donc, dans nos petits bureaux qui étaient des... Tiens, on a un client. Exactement, ou un prospect. Le premier client qu'on a eu, parce qu'on nous prenait pour des fous à l'époque, on nous disait « mais non, mais personne ne changera de syndic, de gestionnaire, etc. par Internet. » En fait, globalement, on a pris Google, on a fait des campagnes, on a eu de la demande, et puis voilà. Après, à un moment, s'accumulaient les leads avec nos petits moyens de l'époque, et on disait « ok, mais quand ça va signer ?» Parce que c'est des cycles longs, on a commencé à se rendre compte qu'on n'avait pas la main sur le timing qui était en fait à la main des concurrents, ce qui n'est jamais extrêmement confortable. Et en fait, le premier client, on l'a signé sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils nous avaient mis à l'ordre du jour. Ils avaient oublié de nous prévenir que se tenait l'Assemblée Générale et ils nous ont appelé 1 ou 2 jours plus tard en disant « Ah, au fait, on a oublié de vous dire, on vous a choisi. » Donc là, c'était champagne, premier client. Bon, il y a une petite symbolique. Adrénaline. Et puis, passé cette étape-là, on s'est dit « Ok, maintenant… » Sérotonine même. Maintenant, on fait quoi ? Et donc, une des étapes clés, c'est qu'on devait aller faire une transition avec le confrère, comme on dit dans le secteur sortant, et récupérer les archives. Et donc, nous, avec une vision... Là, tu prends 100 tonnes d'archives. Mais on avait une vision digitale des choses, déjà, nous, par projection. Et donc, en fait, je me retrouve à aller prendre la voiture de mon père, parce que je n'avais pas de voiture, pour aller à une demi-heure de nos bureaux, attendre comme un malfrat, parce qu'évidemment, on nous traitait mal, on nous faisait attendre dehors, dans le froid, on ne te propose ni un verre d'eau, ni un café, etc. Jusqu'à, tu vois, jusqu'à te filer des cartons, mais littéralement des cartons de déménagement avec des paplards dedans. Puis je suis revenu au bureau, j'ai dit à Mika, mais on fait quoi de ça ? Et donc, c'était en fait, déjà, c'était très drôle. Et puis ensuite, c'était très formateur parce qu'on s'est dit à ce moment-là, ça ne change strictement rien à notre ambition, mais c'est des sujets qu'on va devoir processiser, c'est des choses qu'on va devoir digitaliser. D'ailleurs, d'un point de vue légal et réglementaire, ce n'était pas prévu ni de le rendre obligatoire, ni de le rendre payant. Or, c'est lieu de travail et ça a de la valeur pour le client après, donc ça pose plein de questions. Mais c'est des souvenirs, les mains dans le cambouis,
qui resteront pour toujours, et en plus qui sont réellement, qui relèvent pas de l'anecdote uniquement, mais qui sont formateurs pour la suite du projet. Donc voilà, ça c'était la première année. Mais est-ce que durant cette première année, est-ce que ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes regardé, Mika et toi, et vous avez dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Allez, on abandonne et on fait back to conseil et back to comptabilité. À aucun moment, vous avez eu cette situation de stress, de déception, de désespoir, où vous vous êtes dit, on va jamais y arriver, on laisse tomber? Non. On a beaucoup de situations où on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ou comment on s'est retrouvé dans cette situation? Ça, oui. Par contre, de là à vouloir abandonner, absolument pas. Mais ouais, j'ai des souvenirs franchement, on a tout connu, hein, des assemblées générales sur lesquelles on était candidat, où cette fois, on nous interdisait de rentrer. On nous faisait attendre, j'ai en tête des assemblées générales dans le 94, où on nous faisait attendre, nous, parce qu'on était concurrents en plein hiver, dans le froid, mais des choses comme 2 heures, 3 heures, quand il fait 2 degrés dehors et que tu es littéralement devant la porte parce qu'on ne te laisse pas rentrer. Puis généralement, c'est à 18h, 19h, la réunion de syndic, non? Ouais, il peut pleuvoir, il peut faire froid. Tu vois, comme souvent, tu as une guéguerre entre les gens qui veulent changer, les gens qui veulent pas changer, etc. Tu es obligé de respecter le fait qu'ils soient en désaccord. Évidemment, le gars sortant, peut-être pas du tout, mais donc tu attends littéralement des heures dans le froid, et là tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Effectivement, j'avais un job extrêmement stimulant intellectuellement, bien payé, avec des perspectives, etc. Bon. Donc ça, c'est des moments qui sont challengeants, mais qui remettent pas en cause pour autant la nature ou l'ambition sur le projet. Et au final, franchement, c'est des anecdotes marrantes. Mika, une fois, j'étais pas là, mais il y a une assemblée générale où ils ont failli commencer à se battre, où il y a des gars du premier acteur français, ou un des premiers, qui l'ont bloqué, lui et un de nos collaborateurs, physiquement, pour ne pas rentrer dans la salle. Et donc, c'est là, effectivement, où tu te dis que c'est sur un drôle de marché. Voilà, il y a le marché théorique, voilà, avec des milliards d'euros, un taux de churn, un encouragement à la concurrence par la nouvelle loi Allure, etc., etc. Et puis, il y a la réalité du terrain, avec des acteurs qui sont empêtrés dans des habitudes, ça arrive, et parfois des clients qui en fait eux-mêmes absorbent un certain nombre de pratiques marché, par exemple le papier, le recommandé, etc. Et où en fait c'est pas seulement pour ça que je suis assez bienveillant en général à l'égard des professionnels de l'immobilier, c'est pas seulement eux qui veulent pas changer. Parfois le marché, les clients eux-mêmes sont un peu dans une évolution lente. Donc on a des situations comme ça qui étaient parfois atypiques. Mais bon, j'en ai côté client aussi, hein. Immeuble neuf dans le 92, assez CSP+, bonne qualité, etc. Et arrive ce qu'on a appelé, pardon, c'est pas très poli, mais le chieur. Sauf que le chieur, c'est pas le gars qui emmerdait tout le monde, c'est que tous les matins sur l'application interne, on avait des clients qui nous envoyaient des photos des escaliers où quelqu'un avait fait ses besoins. Et on avait ça tous les matins dans un immeuble. C'est du neuf, donc les gens se projettent vraiment dans un certain standing après avoir attendu pendant 3 ans l'appartement. Et donc c'était le délire au bureau. C'est juste avant qu'on arrive à la Tomcat, puisqu'on avait des situations absolument incongrues de la vie quotidienne, tu vois, une espèce de scène entre voisins, mais qui arrivait dans le système interne. Voilà, ça fait partie des anecdotes historiques. Et les problématiques de cash, de trésorerie que vivent tout entrepreneur, les huissiers qui viennent toquer à la porte, ça vous avez connu ou vous avez réussi à échapper à ça? Alors ça, c'est la partie plus corporate de l'histoire. Et évidemment, non seulement on a connu, mais ça, c'est ce qui empêche réellement un entrepreneur de dormir. Pour l'anecdote, on avait dit un jour non, on lèvera jamais de fonds. Bon, voilà. À la fin, l'ensemble des fonds doit s'élever à 55 millions d'euros. Donc, on peut dire qu'on n'a pas exactement tenu ce chemin-là. Vous avez un peu surperformé voilà, sur ce sujet-là. Ça a son lot de contraintes aussi. Mais
Et évidemment qu'on a connu des moments qui étaient compliqués en termes de cash parce que tu es dans une logique de croissance. Tu es sur un marché, là on va parler un petit peu technique, mais tu es sur un marché qui est plutôt habitué à fonctionner sur des petites structures, faiblement rentables, mais rentables quand même, et avec un mode de croissance qui est de la dette. Et donc, ça ne se voit pas sur un compte de résultat, ça se voit dans le bilan. Mais en gros, c'est l'agence du coin qui convainc la banque du coin de financer le rachat de l'autre agence du coin. Et donc nous, quand on a commencé à être dans une logique qui était plus digitale, puisque c'est via des campagnes en ligne qu'on génère du lead, qu'on transforme ensuite en clientèle, on se retrouve avec des coûts qui sont pas embarqués sous forme de dette, mais qui sont embarqués sous forme de coûts marketing dans un PNL. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Deux, ça pose évidemment des problèmes de cash et des questions d'arbitrage entre le bon niveau de croissance et le niveau supportable ou non de cash burn, avec des sujets aussi de recrutement. On est sur du service opéré, donc il faut des vrais gens à un moment pour opérer le service. Tu as trop cru et que tu n'as personne en face, tu as quand même une désillusion client absolument immédiate. Et donc, on a plusieurs fois été effectivement dans des situations où, par exemple, on ne se payait pas parce qu'on payait d'abord nos employés qui, sinon, n'étaient plus là. Je pense qu'on n'est pas du tout les seuls à avoir vécu ça. Non, je pense que c'est l'avis de 99,9% des entrepreneurs, mais il faut le dire, il faut l'expliquer, mais parce que c'est la réalité. Mais c'est une réalité. Et tu t'es pas... Et vous n'avez pas abandonné à cause de ça. On n'a pas abandonné, mais voilà, c'est pas du storytelling. C'est très dur. Je vois littéralement les soirées où on s'appelle, on raccroche, on se rappelle, on raccroche, on se rappelle, où t'es couché le soir et en fait t'as un tel niveau de tension et de pensée qui tourne que tu regardes ton plafond et puis t'arrives pas à dormir. Bon, ça voilà, c'est pas... C'est comme le cash is king. C'est presque devenu un proverbe. En fait, on oublie ce que ça veut dire. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire dans la réalité. Donc, c'est un sujet. À la fin, comme tu disais, c'est ce qui restera parmi les meilleurs souvenirs de votre histoire. Parce que les moments de plus forte tension, c'est les moments qui te rendent le plus fier. Une fois que l'histoire est aboutie. Et ça soude. Et ça soude, ouais, ça soude. On revient tout petit peu à l'IA, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Tu peux nous dire quand même en quelques mots en quoi l'IA a un impact sur le produit Hello Syndic, les sujets sur lesquels vous bossez. Est-ce que vous mettez le produit à la poubelle, vous le recommencez from scratch? Voilà, quel est votre travail actuel et quel est l'impact de l'IA sur votre produit et votre business? Je vais vous raconter un peu très rapidement l'histoire du produit et l'impact qu'elle y a maintenant. L'histoire du produit, elle est quand même intrinsèquement liée à notre historique de financement qui au début était plus faible avant d'augmenter. Et donc on avait le parti pris de ne pas construire une solution exhaustive d'un point de vue tech, mais de digitaliser des process spécifiques, des verticales spécifiques d'un point de vue métier. Jusqu'au moment où on a eu les moyens et on a commencé à réfléchir de façon beaucoup plus large. Donc la première étape, c'était très bien, mais effectivement, il y a un moment où on se dit on passe à autre chose, et quand on passe à autre chose, globalement, on met la version précédente à la poubelle et puis on recommence sur une nouvelle stack, d'autant plus que on avait décidé que les technologies entre le syndic et la gestion locative allaient être parfaitement mutualisées. Ensuite, sans dévoiler de secret industriel, mais en tout cas, ce qui a commencé à être fait et qui continue à être fait par la nouvelle équipe, c'est une automatisation via l'IA d'un certain nombre de process. Et là, il y a une différence qui, moi, me paraît assez structurante sur le marché entre les sujets de front et les sujets de back. L'IA, le commun des mortels le voit comme surtout de plus en plus des agents. Et d'ailleurs, je vois des dizaines, pour ne pas dire des centaines de boîtes qui se créent dans des logiques d'agents virtuels. Alors ça peut être du chat, ça peut être du téléphone. En 2 ans, depuis 2 ans, on arrive à faire des choses qui sont incroyablement performantes par rapport à ce qu'on aurait imaginé dans le passé.
créer un agent virtuel, à l'époque, on s'est lancé, je sais pas, même il y a 6 ans, ça aurait été 2 ans de dev avec 4 développeurs pour avoir un truc médiocre à la fin. Aujourd'hui, avec des solutions finalement marché, c'est de l'IA, mais c'est des solutions marché, on arrive à faire des choses parfois dans la journée. Après, pour entraîner les modèles, c'est beaucoup plus long. En tout cas, sur la partie front, on arrive à faire des choses très vite, mais ce n'est pas spécifique au secteur de l'immobilier. Moi, j'ai la conviction que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que, sauf dans des cas exceptionnels, ce qui j'espère sera le cas de nos sociétés, mais où la data est parfaitement structurée et on peut avoir une spécificité métier forte. Sinon, en fait, on fait 80% du job avec les agents virtuels, mais derrière, on n'arrive pas à être assez spécifique pour le client. Et les 20% qui manquent, c'est ce qui rend le client hystéro. Donc on arrive à faire des économies, on peut se passer d'un standard, on peut se passer d'un secrétariat en France, on peut se passer d'offshore, tout ce qu'on veut. Mais en fait, le besoin client, il va perdurer. Et parfois, ça crée des boucles comme ça itératives où en fait, une demande devient une deuxième demande et une troisième demande et une quatrième demande sur 5 canaux différents. Et ça devient quand même compliqué à gérer. Donc en fait, l'IA sur le front, ça va faire une partie du job, mais à mon sens, c'est pas là où ça a le plus de valeur. Alors que l'IA sur le back, au sens large du terme, sur des questions de productivité, sur des questions d'automatisation de documents administratifs, sur des questions de préparation de réponses parfois complexes pour les professionnels qui bossent chez nous, sur des questions d'automatisation comptable qu'on arrive parfois à automatiser littéralement à 100%. Là, c'est game changer, mais c'est moins une question de perception client qu'une question de changement du métier, du coup de changement d'organisation interne et de changement des compétences nécessaires aussi pour les professionnels de l'immobilier. Et ce que je dis va s'appliquer au syndic, à la gestion locative, à la transac, au tertiaire, où il y a aussi les mêmes problématiques, il y a moins de sujets clients, mais il y a les mêmes problématiques par exemple de comptabilité. Donc c'est là où réside pour moi la vraie valeur dans le futur, que ce soit pour un service opéré ou pour des solutions IT. Et alors, très concrètement, dans ta roadmap, est-ce que l'IA a un impact clé ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de faire beaucoup plus que prévu dans la roadmap avec autant de staff ou autant de ressources ou moins ? Ou est-ce que même vous arrivez à accélérer votre roadmap grâce à l'IA et à déployer, délivrer, shipper plus vite des fonctionnalités ? Et est-ce que tu vois de manière plus large, tu vois, on a eu le mini crash des softwares mercredi dernier sur le Nasdaq. C'est remonté vendredi. C'est remonté vendredi parce que tu as d'un côté Jensen Huang qui dit bah non, l'IA en fait ne va pas remplacer les logiciels, mais en fait l'IA va enrichir les logiciels. Et donc en fait, ça ne réduit pas ta roadmap. En fait, ça ne te fait que te l'allonger. Parce qu'en fait, ça te donne plein d'autres idées de déploiement, de développement, d'enrichissement de tes fonctionnalités et de ton logiciel de manière générale. Et puis, à l'inverse, mercredi dernier, quand ça a craché, c'est parce que tu as le côté un peu plus, alors qui est plus analyse financier, qui connaissent un peu moins, mais tu as quand même aussi un peu Elon Musk qui parle beaucoup de ça, qui dit que voilà, l'IA, à la fin, bah, ça va complètement remplacer les logiciels et puis ça va même remplacer les développeurs. Et donc, voilà, roadmap, c'est plus nous qui les ferons, et puis ça se fera automatiquement, et tout sera automatisé, etc. Donc, est-ce que toi, tu vois déjà un impact sur ta roadmap vis-à-vis de l'IA et comment tu vois l'évolution de ça dans le temps ? Est-ce que tu es plus du côté Jensen Huang ou plus du côté analyse financier Wall Street et Elon Musk ? Je suis plus à la tête de ces équipes-là, mais ce que j'ai vu, et puis ça rejoint ma conviction, c'est que l'IA, déjà pour les développeurs, ça améliore la qualité. C'est-à-dire qu'on a des tests très factuels de qualité de code qui s'améliorent avec le temps parce que l'outil permet des checks, permet des reformulations, une amélioration de la syntaxe ou de repérer un point-virgule qui manque qui évite des problématiques de qualité. À aucun moment, effectivement, ma roadmap n'a été réduite grâce à l'IA. Elle a aidé les développeurs, elle améliore la qualité, elle ne réduit pas la roadmap. Après, je pense que sur des métiers très systématiques, je rejoins plutôt c'est bizarrement prétentieux de dire comme ça, mais je rejoins plutôt la team Musk sur des métiers
très systématique, je pense qu'on a largement de quoi automatiser à 100% les tâches. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de PropTech V1, PropTech V2, PropTech V3. Je pense que c'est un véritable game changer pour une bonne partie des jobs dans l'immobilier qui sont plutôt derrière l'ordinateur à faire en sorte que les commerciaux ou les gestionnaires puissent passer du temps avec les clients. Donc nous, on a déjà communiqué dessus d'ailleurs dans le passé chez Manda. On a des exemples en comptabilité par exemple où on a 100% d'un module comptable qui est automatisé et donc concrètement pas de comptable. Et ça continue. C'est dans les choses assez logiques qui vont être développées. En revanche, je ne crois pas que ça sera un remplacement de l'ensemble des jobs. Nous, on s'est construit historiquement sur une démarche commerciale B2C qui ensuite s'est orientée vers une logique plus B2B parce que ça reste des collectivités. C'est pas les gens, ils ont besoin de rencontrer quelqu'un en vrai. Ouais. Alors justement, le temps passe. J'ai encore 2 questions avant de passer la main à Erika pour the Erika question et les key takeaways. Donc l'interface humain, les agences immobilières. Donc on en avait parlé à l'époque. Toi, vous êtes rentré sur la gestion locative. L'idée, c'était aussi peut-être de faire de la transaction, de la vente. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution et du futur des agences immobilières après le Covid? On a vu des agences immobilières qui se sont ouvertes partout. Donc, tu as la boulangerie, l'agence immobilière, la boulangerie, l'agence immobilière. Tu n'as plus que ça maintenant dans les rues quasiment. On a une boîte, tu sais, à la Tomcat en Cherimo qui vend du logiciel aux agences immobilières. Est-ce que l'agence immobilière, même question un peu, c'est Musk, ça va disparaître? Ou est-ce que tu leur vois encore un avenir plus ou moins radieux? C'est marrant parce que le sujet de la transac, je le vois revenir tous les ans depuis 2022 en particulier, puisque le marché, on en avait parlé. Le marché s'est cassé la figure quand les taux d'intérêt ont augmenté avec l'Ukraine et tout ce qui a suivi. Et puis tous les ans, c'est le même débat. Tous les ans, on voit le bout du tunnel. Et puis en fait, d'un point de vue marché, tous les ans, c'est à peu près la même chose. De façon assez pratique sur le marché, j'ai plutôt tendance à penser que le futur, je ne sais pas si de l'agence immobilière, mais en tout cas de l'agent immobilier, plutôt pérenne, si on le regarde avec beaucoup de recul, une logique de désintermédiation, pour ne pas dire de ubérisation, ça existait déjà dans les années 90 avec la version papier, de particulier à particulier, PAP. On se dit, si on peut faire une économie sur la commission de l'agent, peut-être que l'agent ne sert à rien, etc. En fait, autant y aller. Et le modèle, finalement, est relativement capé. Et pourquoi il est capé? Parce qu'au moment où tu veux vendre un appartement, tu as une telle volonté de réassurance sur le prix que quelque part, ça vient compenser cette logique de commission. Et puis comme, pour rejoindre les cours de microéconomie que j'évoquais au début, l'être humain reste rationnel. Quand il veut passer outre l'intermédiaire, il veut se mettre la commission dans la poche. Et donc, en fait, le prix ne diminue pas. Donc, je pense que si l'agent immobilier avait pu disparaître, il aurait déjà disparu. Et finalement, il existe encore, mais il est important dans la réassurance prix et dans la relation. En revanche, en transac, il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent être faites avec l'IA pour automatiser des process, pour digitaliser, que ce soit des états des lieux ou des promesses de vente, qui sont des choses qui ont commencé à arriver sur le marché et qui permettent, le cas échéant, de baisser un peu la commission et d'accélérer le mouvement. Ok, bon, tant mieux pour Enchérimo et toutes les agences immobilières. Dernière question pour moi. Tu sais qu'on avait eu une discussion au moment où tu as décidé de faire ton deal Majo avec un fonds. Moi, je pensais que c'était trop tôt, que la boîte était encore trop petite, pas assez mature. Et que Majo, c'est bien quand tu pèses un certain poids et que tu pars plutôt dans un modèle d'aller chercher du 100 millions, voire 200 millions de chiffre d'affaires, ce qui n'était pas du tout ton cas à l'époque. Donc, je t'avais conseillé de ne pas le faire à l'époque. Bon, j'ai peut-être eu tort. Et je sais que tu ne vas pas me dire que tu regrettes de l'avoir fait. Mais par contre, ce que tu peux nous dire, c'est qu'est-ce que t'as apporté ce deal
Et qu'est-ce que tu as fait en quelques minutes, puisqu'il faut qu'on s'arrête? Qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir et que tu n'aurais même pas pensé en fait pouvoir faire si rapidement dans le développement de ta boîte qui n'avait que 3 ou 4 ans quand tu as fait ce deal Majo? Je reviens à ce que tu disais au départ quand tu parlais de ProWeb. En fait, on est sur un marché qui est une mauvaise image. Et l'image du marché, en plus, on est dans les locaux d'un fonds d'investissement, l'image du marché compte beaucoup dans l'appétit ou l'appétence des investisseurs à y aller. Et finalement, il y a assez peu d'acteurs qui sont enclins. Alors, Uber est presque un contre-exemple là-dessus, parce que le marché taxi est dégueulasse à peu près partout, et en fait, c'est le succès qu'on connaît. Mais de façon générale, c'est assez dur de trouver des investisseurs qui vont sur un marché qui a une connotation un peu vieillotte, pour le dire comme ça. Et je trouve que ce qui est réussi dans le parcours historique de Hello et de Manda, c'est d'avoir trouvé peut-être le seul VC qui avait cette sensibilité-là et qui a été prêt à investir au bon moment, côté Tomcat. Et ensuite, côté PI, d'avoir un investisseur qui avait aussi une sensibilité qui était à la fois dans l'innovation et aussi dans le caractère traditionnel du secteur et qui avait déjà investi dans le secteur, ce qui est finalement assez rare. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est deux choses. C'est faire du build-up et donc compléter notre logique par non seulement de la croissance organique, mais de la croissance externe, ce qui est finalement beaucoup plus rodé sur le marché que ce que nous, on pouvait connaître. Et ensuite, c'est d'être beaucoup plus ambitieux à long terme sur la tech, non pas de par la nature de l'investisseur, mais de par les moyens qui ont été mis en place. Même si le delivery de la tech, ça prend toujours du temps. Donc voilà pour la réponse. Super. Donc tu en es très content. Tu es très content de cette opération et je suis ravi pour toi. Ok, Erica, the Erica question à toi pour conclure. Et donc, est-ce que tu peux nous partager un moment dans ta carrière qui t'a rendu très fier? Alors moi, je suis très attaché à l'immobilier, mais y compris l'immobilier pour nous-mêmes. Et donc, j'associe chaque étape de la boîte à des déménagements et aux souvenirs qu'on en a. Et notamment, à un moment, on a eu une sorte de crise de croissance, au sens où on avait beaucoup de monde d'un coup, plusieurs entreprises aux cultures et à l'histoire différente qui se rejoignaient. Je pense notamment à Hello Syndic à l'époque et Flatlooker à l'époque, en termes de marque. Et on n'avait pas assez de place. On devait avoir des bureaux qui permettaient d'accueillir un tiers des gens à un moment où en fait tout le monde avait besoin de se rencontrer, de se croiser, de se connaître. Il y avait des cultures différentes. Les gens n'arrivaient pas exactement à la même heure au travail le matin. Les gens n'utilisaient pas exactement les mêmes solutions IT, etc., etc. Donc il faut mettre de la cohérence culturelle là-dedans. Mmh. Et on a fait un choix bizarrement corporate qui était de déménager à La Défense. Et donc, on a pris notre risque, qui était de déménager loin, mais dans des locaux qui est un ex-WeWork, donc des locaux extrêmement adaptés à la culture des anciennes sociétés, des équipes. Et en fait, sur à peu près 200 personnes à l'époque, on a dû perdre un collaborateur. Je me souviens, tu avais fait une enquête, tu avais fait tous les tests de trajet, de Exactement. modification de temps de trajet pour tes collaborateurs de passer de Levallois à La Défense. Il y a des outils qui permettent... Moi, j'ai essayé de te convaincre de rester à Levallois. C'était exactement ça, c'était l'étape d'avant. Et puis surtout, c'est connu comme technique. Il y a des boîtes qui font ça pour perdre du monde. Bon, à la limite, c'est une technique comme une autre. Mais en tout cas, nous, c'était pas du tout le sujet à l'époque. Et en fait, de par la dynamique qu'on avait mise en place, de par le caractère commun du projet, le rebranding Manda, etc., on a finalement perdu une seule personne sur environ 200. Ah ouais, ce qui était quand même un vrai signe d'attachement au projet. Mm-hmm. Super, merci. Et du coup, pour partager quelques key takeaways de notre conversation, la première qui m'a beaucoup remarqué, c'est qu'une formation informelle est un tampon qui apporte de la valeur,
qu'il faut foncer avec des convictions fortes quand on commence, l'importance du débat quand on n'est pas d'accord avec son associé ou son équipe, et qu'il faut de temps en temps oublier le perfectionnisme quand on se lance, et du coup après il faut s'adapter et faire les modifications après. Mais merci beaucoup Ethan de nous avoir rejoints, c'était vraiment super. Merci Erika, merci Patrice. Alors attends, dernière petite question. Ton fils, est-ce que tu vas essayer de l'aiguiller vers ce dur métier, mais très excitant métier de l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu vas le laisser totalement libre, et même au contraire, est-ce que tu vas peut-être lui dire non, n'y va pas, c'est trop compliqué, fais autre chose. Fais du conseil. Ouais, faire du conseil, ouais. Va chez McKinsey. McKinsey qui va aussi pas mal évoluer avec l'IA. Écoute, je lui donne le plus de cartes en main pour revenir aux convictions que j'évoquais au départ et aux valeurs qui m'ont animé, à savoir l'autonomie et la liberté. Et ensuite, il fera ce qu'il veut. Ok, donc tu vas pas le pousser à être entrepreneur. Je vais pas le pousser. Ok, super. Je donne l'exemple. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir, Ethan. Longue vie à Amanda. Et tu seras le bienvenu pour revenir sur cet épisode. Et évidemment, comme je te l'ai dit, bienvenue à la Tomcat pour venir aider les jeunes entrepreneurs, un peu plus jeunes que toi, et à répliquer le succès que tu es en train de connaître. Merci. Merci à tous. À très vite pour un prochain épisode de Tomcat Next Gen.